Nous avons discuté de divers méchants qui ont causé la chute de studios tels que Pixar, DreamWorks et même Illumination. Mais cela laisse quelques personnages dans l'ombre. Avec cela, nous avons décidé de prendre un tas des méchants les plus notables d'autres studios, de films d'animation et de classer leur destin du moins macabre à ceux qui auraient probablement préféré des destins plus disneyesques. Commençons par les méchants qui s'en sont sortis facilement avec peu, voire aucune conséquence dans certains cas. Pour correspondre à cette seconde description, nous commençons cette liste avec Warren T. Rat de Fievel West, un conte américain. L'entreprise de Warren consiste essentiellement à extorquer de l'argent aux souris pour les protéger des chats, ces dernières ignorant que le vrai nom de Warren est des Warren T. Chat. C'est-à-dire, c'est un chat. Si j'avais un nickel chaque fois que je vois un film d'animation de 1926 avec un méchant qui a rat dans son nom sans être un rat, j'aurais 2 nickels, que Warren m'extorquerait aussitôt. Quand Fievel découvre la véritable identité de Warren, ce dernier tente de le tuer par tous les moyens, allant jusqu'à essayer d'incendier le quai pour empêcher les souris de s'enfuir suite à l'échec de son plan d'extorsion. Nous connaissons tous Tom et Jerry et savons que les chats chassent les souris. Mais il y a une différence entre attraper une souris pour se nourrir, ou parce que c'est attendu d'eux, et commettre un incendie criminel par vengeance mesquine pour les éliminer. Bien qu'il échoue à se venger, Warren n'est pas vraiment puni pour ses méfaits. Lui et sa bande se retrouvent sur un bateau à vapeur vers Hong Kong. Non seulement il a l'espoir de se venger un jour de la bande des 5 lantes, mais il se console du fait que Hong Kong a aussi beaucoup de souris. Donc, le pire que ce gars ait obtenu pour ses méfaits purement maléfiques était juste de les faire dans un autre endroit. Aucun changement, aucune croissance ni punition, juste une réinstallation. Je devrais apprendre à compter en chinois. Ce prochain personnage a aussi changé, bien que cela puisse être positif pour Raiden, le roi de la lune. Dans Kubo et les 2 cordes, Raiden est un méchant qui est présenté tout au long du film comme une menace terrifiante. C'est un seigneur tyrannique et immortel dont le but était de voler les yeux de son propre petit-fils pour qu'il puisse rejoindre leur famille immortelle qui règne sur les chevaliers. Diable, qu'est-ce que c'est avec les méchants de Laika et la mutilation des yeux des enfants? Dans tous les cas, Raiden a finalement été vaincu par Kubo et réduit à un homme mortel, sans souvenir de qui il était, dont les gens du village de Kubo lui ont dit qu'il était un gars cool qui aimait son petit-fils et qui n'aurait même pas rêvé d'essayer de récolter ses yeux. Passer d'immortel à mortel est sûrement difficile. Enfin, c'est ce que je dirais si Raiden se souvenait de qui il était. Mais je ne me souviens pas. En fait, il s'est sorti du meurtre de masse, de l'esclavage et du terrorisme psychologique, sa seule punition étant qu'il est maintenant juste un vieil homme, paisible, vivant avec son petit-fils. Cela semble être une affaire facile. Pour compléter notre trio final, il y a Miss Malkin de Léo, probablement la moins méchante des antagonistes de cette liste. Bien qu'elle semble être peu plus qu'une remplaçante grincheuse au début, il s'avère que Miss Malkin avait en fait des rêves et une conscience. Inspirée par l'impact de Léo sur les élèves, elle a décidé de l'abandonner dans les bois et de mentir aux enfants en disant qu'il les avait quittés afin de s'attribuer tout le mérite de leur développement. Malgré un début difficile pour cet arc de rédemption, une scène des plus inattendues pousse l'héroïne à admettre ses torts, s'excuser auprès de ses élèves et les aider à retrouver Léo. Je voulais le mérite. Finalement, elle décroche le poste d'enseignante de ses rêves, menant à une fin heureuse où Squirtle et Léo deviennent les animaux de sa classe. Le seul bémol de sa fin est qu'elle va enseigner à ses enfants de maternelle ressemblant à des envahisseurs Zim, mais sinon, c'est une fin heureuse bien méritée pour une femme ayant eu une vie difficile. Si vous connaissez Wallace et Gromit, Feathers McGraw est un méchant qui n'a pas besoin d'introduction. Malgré sa forme de kill de bowling avec des yeux, ce pingouin n'est pas une blague. Ce génie du vol de bijoux opère discrètement en contrôlant mentalement les autres pour qu'ils fassent son sale boulot à leur insu, d'une manière similaire à Plankton. Dans The Wrong Trousers, Feathers finit emprisonné dans un zoo pour ses crimes, maltraité par les gardiens et astreint aux travaux forcés. Mais dans Vengeance Most Foul, il s'est échappé et a presque volé le même bijou que Wallace, et Gromit avait de la protéger auparavant, avant d'être piégé par Gromit à la dernière seconde et de fuir à nouveau. Vu l'esprit brillant de Feathers, nous doutons que sa situation actuelle le stresse trop. Pour lui, fuir les autorités était comme compter les moutons, et cette fois, il n'a même pas été emprisonné à la fin du film. Son absence de véritable châtiment à la fin de Vengeance Most Foul nous donne envie de voir ce voleur de pingouins recevoir enfin ce qu'il mérite. À la fin de cette première catégorie se trouve Rudy de l'âge de glace, l'aube des dinosaures. Ce gros bonhomme est l'un des méchants les plus simples de notre liste. C'est littéralement juste un animal sauvage qui cherche à se nourrir. Après tout, un grand garçon doit manger. Heureusement, tous les animaux ne voient pas Rudy comme un simple monstre. Pour Buck, c'est un adversaire offrant toujours un défi amusant. Cela explique la tristesse de Buck lorsqu'il a cru que Rudy était mort durant la poursuite finale de Manny et sa bande. Mais le dinosaure avait survécu inexplicablement, et leur caméo ultérieur indique qu'ils maintiennent toujours cette rivalité légendaire.
Certains méchants s'en sortent avec leurs crimes et restent la même personne qu'ils étaient auparavant, ou mieux dans certains cas, mais d'autres subissent des conséquences plus bouleversantes pour leur vie. Madame Crumb et Monsieur Ellingbow de Close sont les premiers dans cette catégorie. Honnêtement, pour un couple de vieux bigots haineux qui ont forcé leurs proches à attaquer leurs voisins sans raison autre que la tradition, ils s'en sont sortis quasiment impunis. Genre, est-ce que ce sera gênant pour ces ennemis mortels de voir leur mode de vie changer et leurs enfants mariés l'un à l'autre? Absolument, mais malgré tout le mal qu'ils ont causé, leur pire punition est le fait qu'il n'est plus socialement acceptable pour eux de se détester. De plus, leur famille serait parfaite pour une sitcom. Cela sera un ajustement, mais compte tenu de toutes leurs tentatives de meurtre et crimes haineux, c'est bien plus clément qu'ils ne le méritent. D'un film Netflix à un autre, le prochain est le principal méchant de Thelma la licorne, Vic Diamond. Ce dénicheur de talent est l'un des méchants à plus petite échelle sur notre liste. Son pire défaut était d'être manipulateur et inconstant avec ses clients, malgré ses autres qualités discutables. Malgré une tentative de meurtre, c'est relativement mineur comparé aux autres méfaits de ces individus malveillants. Dans une tentative désespérée de récupérer Nikki comme cliente, après que Thelma ait révélé sa vraie nature, Vic a été accueilli par un jet d'eau du souffleur de son ancienne cliente lors de leur dernière scène. C'était probablement humiliant et douloureux pour ce riche gars. Mais comme il n'a rien fait pour justifier des poursuites, on peut dire qu'il s'en est sorti assez facilement, même s'il pourrait avoir du mal à trouver un autre client. Victor Quatermain, l'un des nombreux membres de la galerie de voyous de Wallace et Gromit, a beaucoup à faire. Bien que moins sinistre qu'un certain pingouin aux yeux morts, Victor s'est montré assez antipathique dans la malédiction du lapin-garou. Heureusement, ses plans pour escroquer Lady Toddington de sa fortune et pour tuer Wallace échoueront tous les deux lamentablement. Après avoir été vaincu par nos héros, Victor déguisé en lapin-garou a été livré à une foule en colère. Même après avoir enlevé son costume, Victor devrait fournir de sérieuses explications et subirait probablement de lourdes sanctions juridiques, en plus d'avoir été battu par une foule avec des torches et des fourches. Passons maintenant d'une personne qui ira probablement en prison à une qui y va assurément, Killian du film Espions Incognito. Killian, un terroriste international et ancien ennemi de Lance Sterling, cherche à se venger de l'espion qui a tué son équipage et l'a défiguré, le condamnant à vivre avec un bras robotique et un œil de cyborg. Je veux dire, au moins, tu as l'air cool, non? Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Malheureusement pour Killian, il ne paraîtra pas cool en dehors de la prison pendant longtemps. Et la seule raison pour laquelle il a échappé à la mort est que Lance l'a sauvé lors de leur dernière bataille. Au vu de son expression après avoir appris cela, nous croyons sincèrement que Killian peut se réformer. Mais on se rappelle qu'il est un terroriste de masse, et tout le bien qu'il fait sera derrière les barreaux. C'est mieux que rien cependant. Ensuite, nous avons Madame Tweety, qui a connu une fin aussi douloureuse qu'un méchant pourrait l'avoir, sans mourir directement. Dans le premier Chicken Run, elle a subi de graves blessures, notamment en étant jetée dans une marmite de sauce brûlante, juste avant l'explosion de son usine, la laissant écrasée par l'unique porte restante. Il est évident dans cette scène que Madame Tweedy a autant de malchance que Squidward dans les épisodes classiques de SpongeBob, mais elle survit non seulement à cet épisode, mais traverse un épisode encore plus brutal dans la suite. Elle est visée par un laser de canard robotique, espérant que ce soit exagéré, et survit inexplicablement à une explosion de la taille d'une usine, confirmée par le réalisateur. Ces blessures caricaturales sont douloureuses pour elle, mais elle pourrait simplement cesser de commettre des actes cruels envers les animaux. Juste une pensée. Terminons cette section avec une autre entrée d'Hardman, DreamWorks, le crapaud. En tant que seigneur du crime spéciste ayant tenté un génocide des rongeurs, le crapaud mérite peu de survivre parmi les méchants de cette liste. Heureusement, malgré sa survie, il ne prospérera pas. Le crapaud a coincé sa langue dans un engrenage en rotation, restant piégé avec la mâchoire grande ouverte et la langue étendue pendant des heures avant que les autorités ne le capturent et ne le jettent en prison. En plus de devoir faire face à une douleur physique assez intense pendant des heures, il est jugé pour génocide au sens propre, ce qui, je suis à peu près sûr, est une peine de prison à vie de toute façon, au minimum. À moins que Netflix ne décide d'une suite à Souris City, le crapaud restera en prison à vie, mais ses prochains méchants n'auront même pas cette chance. Pour la première section fatale de notre liste, les morts instantanées. Sharptooth est une autre addition à la catégorie des méchants dinosaures sauvages, mais qui n'a pas eu autant de chance que Rudy à la fin. Bien qu'étant un T-Rex assez ordinaire, ce qui questionne son rôle de méchant, Sharptooth demeure une grande menace rancunière. Tout au long du film, il traque Littlefoot et tente de le tuer par tous les moyens pour se venger de l'avoir involontairement blessé à l'œil. Avec l'aide de ses amis, Littlefoot vainc Sharptooth en laissant tomber un énorme rocher sur sa tête depuis une haute falaise. Même alors, Sharptooth tombe dans les eaux en dessous, se noyant probablement. Il a presque emporté Petrie avec lui, mais Petrie a ces petites choses sympas appelées ailes, dont Sharptooth était sûrement jaloux dans ses derniers instants. Cette cicatrice peut paraître insignifiante actuellement.
Lorsqu'un animal sauvage peut parler, nous commençons à regarder leur morale de façon plus critique. C'est le cas de Soto, le premier méchant de l'âge de glace. Ce prédateur vicieux ne laisserait pas sa fierté être blessée sans riposter. Si vous vous en prenez à lui ou à sa tribu, Soto n'hésiterait pas à vous traquer, même à tenter de tuer un enfant en bas âge. Nous savons tous que le bébé de l'âge de glace est un démon des profondeurs des enfers, mais cela n'excuse en rien l'infanticide. Heureusement, les plans de Soto sont déjoués à la dernière seconde. Quand Soto s'apprête à charger Sid et le bébé, Manny intervient en le frappant contre un mur de glace avec ses défenses, l'impact provoquant la chute de plusieurs stalactites qui le transpercent et le tuent instantanément. Eh bien, c'est impitoyable pour un film pour enfants et nous sommes à peine à mi-chemin de tout cela, alors soyez prêts. La dernière mort avant que les choses ne deviennent vraiment folles dans nos deux dernières catégories est celle du réalisateur de Nimona. Fervent adepte de la philosophie ancestrale selon laquelle différent égale mauvais, le réalisateur était un leader aussi impitoyable que possible. Sa paranoïa était telle que tout changement de tradition était passible de mort, une punition qu'elle n'hésitait pas à infliger. Elle a littéralement tenté de brûler la moitié de son royaume avec un laser, juste pour s'assurer que Nimona mourrait dans la bataille. Et le monstre le fera aussi. Vouloir protéger son royaume est une chose, mais être prêt à le diviser en deux pour y arriver ne va-t-il pas à l'encontre du but recherché? Nimona, prête à rendre ses derniers instants héroïques, se transforma en phénix et se jeta dans le canon du directeur. Respecter la réflexion rapide de Nimona pour se transformer en créature immortelle et abattre le tyran. Et bien que la mort du directeur ait été instantanée, nous supposons que le fait qu'il n'y avait même pas de corps après signifie qu'elle est finie. Passons maintenant aux personnages qui ont dû souffrir un peu plus après leurs méfaits. Ce sont les décès brutaux. Pour commencer cette catégorie, notre dernier méchant hardman de la journée, la reine Victoria, du groupe de pirates inadaptés. Ou si vous le regardez au Royaume-Uni, une aventure avec des scientifiques, bien sûr. Un titre plus précis que ces deux-là. Serait les pirates empêchent un monarque de nourrir leur perroquet à une secte. Riches braconniers gourmets, tous ont besoin d'un hobby, mais il en existe sûrement de plus plaisants. À choisir que de manger n'importe quelle espèce en voie de disparition que vous pouvez attraper avec vos pattes sales. Mais malheureusement, c'est exactement le genre de choses qui plaît à cette reine. Jette un coup d'œil à mon plan, pour la force principale. Malgré la destruction de son navire, Victoria a presque réussi à s'échapper en dirigeable. Mais une seule morsure défensive de Polly a causé la perte de la reine. Polly a déchiré un trou dans le dirigeable, faisant perdre le contrôle à Victoria, qui s'est échouée sur une île déserte peuplée d'animaux en voie de disparition affamés et malheureux. Et avec cela, le terme « en danger » a pris un sens beaucoup plus récent et plus désagréable pour la reine Victoria. Mais il est possible qu'elle ait survécu, donc nous allons garder sa position ici. Ensuite, nous avons Madame Gasquette de Robot, sans aucun doute l'une des méchantes les plus méprisables de cette liste. Son plan pour se débarrasser des modes obsolètes en les forçant à acheter des mises à niveau ou à mourir pour devenir ces mises à niveau équivaut à un humain obligeant des malades à payer des procédures médicales onéreuses ou à être démembrés pour redistribuer leurs organes. C'est une mise à niveau ou la casse pour vous. Je dis cela pour que lorsque vous verrez Madame Gasquette être jetée dans un four en hurlant alors qu'elle est brûlée vive et tuée dans une explosion de feu, vous n'aurez pas à vous sentir mal. Au contraire, c'est satisfaisant de l'avoir jetée dans la même machine qu'elle a utilisée pour tuer d'innombrables autres pour le crime d'être pauvre et ou obsolète. Enfin, voici le dernier antagoniste de l'âge de glace. Le capitaine Gut était un pirate impitoyable qui avait vraiment maîtrisé les 7 mers, du moins selon ses propres critères. Malheureusement, pour un gars qui est censé être un expert en tout ce qui concerne l'océan, il est tombé dans l'un des pièges les plus évidents du livre des pirates, une chanson de sirène. Après avoir été transformé en baseball de fortune par Manny, Gut a survécu juste assez longtemps pour être attiré par une sirène se déguisant en femelle singe. Lorsqu'il s'en est rendu compte, Gut a été saisi par l'esprit métamorphe et dévoré vivant, ses derniers moments à l'écran étant remplis de cris de douleur. C'est une mort à laquelle un enfant ne penserait pas, mais en y réfléchissant, c'était une façon assez horrible de partir. Scrat est peut-être le seul personnage de l'âge de glace avec un sort plus cruel, toujours gardé juste assez près du gland inatteignable pour garder espoir. Pour finir, le vrai méchant de Transformers One, Sentinel Prime. C'était l'exemple parfait d'une mort à la fois absolument méritée et qui nous faisait ressentir de la compassion pour la victime, même brièvement. Sentinel était sans aucun doute purement maléfique. L'homme a passé un accord avec le diable pour obtenir du pouvoir. Quand il a dû payer sa dette, il a contraint les autres à faire le travail ingrat pendant qu'il en récoltait les fruits. La tromperie et la trahison infligées par Megatron méritaient une punition, mais quand il a craqué, il a décidé d'entraîner Sentinel avec lui. Juste partiellement hors de l'écran, nous assistons à Megatron déchirant brutalement Sentinel Prime en deux alors qu'il crie de douleur. Des cris seulement retenus de mes oreilles par la musique dramatique. Cette scène est sans doute l'une des plus brutales de tous les films pour enfants. Elle n'est pas en tête de liste uniquement parce que Sentinel n'a pas souffert très longtemps. De plus, le gars le méritait totalement.
Mais nous avons gardé le meilleur pour la fin comme toujours, les personnages qui ont subi des destins pires que la mort. Le premier dans cette catégorie est un personnage que nous hésitons à appeler un méchant, Agi Prendegast de Paranorman. Les histoires tragiques abondent, mais il faut reconnaître qu'il est difficile de surpasser celle d'une personne littéralement assassinée qui a eu l'occasion de se venger depuis l'au-delà. Il est difficile de détester Agi malgré la malédiction qu'elle a infligée à la ville pendant des siècles. Si j'étais une fille de 11 ans accusée de sorcellerie et de meurtre car je pouvais parler aux fantômes, je serais aussi très contrarié. Heureusement, Norman parvient finalement à la calmer et à la convaincre de trouver la paix et de lever la malédiction sur la ville. Mais bien que la fin de son histoire soit heureuse, elle est toujours morte. C'est l'histoire d'une petite fille innocente qui a été assassinée par des fanatiques paranoïaques et qui n'a trouvé la paix que des centaines d'années après sa mort. Tout compte fait, nous ne pouvons pas trop lui en vouloir. Le prochain est Nigel de Rio, ce qui semble être un changement de ton drastique par rapport au meurtre d'enfants publics que nous venons de couvrir. Tout le monde sait que l'oiseau est le mot, mais peu savent quel mot l'oiseau est. Et ce mot pour Nigel est la vengeance. C'est du Shakespeare. Dans le premier film, Nigel tente de se venger des beaux oiseaux qui lui ont volé sa célébrité. Mais Blue le déjoue lors d'un combat final, le blessant et l'empêchant de voler, le condamnant à assister à un 10 heures de bonne aventure de carnaval. C'est déjà une punition assez brutale. Imaginez être un oiseau, l'un des animaux les plus naturellement libres qui existent, et voir ce don de vol éteint pendant que vous regardez les jolis oiseaux voler avec joie. On ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion pour Nigel. Bien sûr, il va ensuite recruter plusieurs animaux dangereux pour travailler comme ses sbires afin d'essayer de tuer la famille de son ennemi. Et il perd toute la sympathie déjà limitée qu'il avait obtenue de notre part. Finalement, Nigel a été ramené à Rio pour être observé par le docteur Tullio, un amoureux des animaux, donc nous savons qu'il est entre de bonnes mains. Mais il est aussi en présence d'un amour obsessionnel qu'elle ne partage pas, donc il est difficile de dire que la stabilité en vaut la peine. Juste à l'extérieur de notre podium de brutalité se trouve le Roy Dragon du roi singe. Ayant été maltraité par les humains à cause de sa condition de peau, le roi dragon voulait se venger en prenant le monde d'assaut. L'assaut en question étant un grand déluge. Et par prendre le monde, il voulait essentiellement dire tuer tout le monde. Heureusement pour nous, le roi singe a vaincu le roi dragon avant que son plan ne se réalise, le réduisant d'un gigantesque dragon à un minuscule lézard, forcé de se précipiter dans les eaux encore vivantes avec à peine une fraction de sa puissance d'antan, ne causant plus de mal, sauf peut-être à un troupeau d'amibes. Je ne le mettrai pas au-dessus de lui. Comme Nigel le roi dragon doit vivre avec le fait qu'il vient de perdre tout le pouvoir qu'il détenait depuis des années. Et pour lui, c'est à une échelle bien plus grande, remportant notre médaille de bronze du mal, probablement contre sa volonté, à Outremer, alias la Belle Dame, et la suivante. La Belle Dame, différente de la méchante sœur de Viviane dans Paper Mario, est un démon malveillant qui attire les enfants malheureux dans son royaume pour coudre des boutons sur leurs yeux et les garder comme nourriture. Ce n'est pas une exagération. Une fois qu'elle convainc les gens de rester, elle aspire leur force vitale et emprisonne leurs âmes pour l'éternité. Du moins jusqu'à ce que Coraline et Weeby interviennent. Aucune foi n'est assez brutale pour une créature comme la Belle Dame, mais la fin de ce film s'en est rapprochée. Coraline et Weeby écrasent en la main désincarnée de l'autre mère et la jettent dans un puits avec une clé importante, scellant définitivement le tout. Cette clé était le seul moyen d'ouvrir la porte vers le monde de la Belle Dame. Ce qui signifie qu'elle ne peut plus attirer d'autres enfants pour se nourrir. Considérant qu'elle se flétrit déjà lors de notre dernière rencontre, on peut affirmer que ce monstre ne satisfera plus sa faim. Son intelligence lui permet d'attirer d'innombrables enfants vers leur perte éternelle, mais pas de garder une clé de secours sous son paillasson. Cependant, au moins, l'autre mère pourrait avoir un peu de repos, car même la plupart de l'au-delà ne voudraient probablement pas se mêler d'elle. D'autre part, notre médaillé d'argent du mal, Lord Barkis Beaton, a connu une fin beaucoup plus éprouvante. Cet homme a fait honneur à son nom. Ce chercheur d'or est responsable de la mort de la mariée cadavre titulaire, la tuant et volant les bijoux de sa famille. Il comptait sûrement répéter ce processus avec Victoria pour s'enrichir davantage. Ce salaud arrogant se vantait de s'en sortir impunément, l'armée des morts-vivants devant lui n'ayant pas le droit d'interférer dans les affaires des vivants. Mais son arrogance causerait sa perte. Voyez-vous, lors du mariage entre Emily et Victor, ce dernier était censé boire un verre du vin des âges, qui le tuerait effectivement et lui permettrait de rejoindre Emily dans l'au-delà. Barkis le scélérat a porté un toast sarcastique avant de boire un verre de vin empoisonné qu'il a transformé en zombie et l'a livré à la foule en colère de mort-vivant, prêt à lui faire passer un séjour désagréable dans le monde souterrain. Vous avez raison, il est à vous. Barkus n'est pas seulement mort. Il est mort malgré une occasion idéale d'éviter les conséquences, entraîné dans l'abîme par des monstres. Mais étant lui-même un monstre encore pire, difficile d'imaginer une fin plus appropriée. Sauf si sa mort et son après-vie ont été traités de manière encore plus brutale.
Avec cela, nous atteignons enfin notre médaille d'or de la brutalité, Rasputin. Ce gars, il vient d'Anastasia, qui doit être le film non Disney le plus codé Disney que j'ai jamais vu, avec un méchant assez sinistre en prime. Rasputin, conseiller traître aux Romanov, a été exilé du royaume après la révélation de sa tentative de prise de contrôle en coulisses. Il a passé un pacte avec le diable pour tuer la famille royale, le prix de ses nouveaux pouvoirs étant sa propre chair et son sang. Malheureusement pour lui, Anastasia a réussi à s'échapper sans aucun souvenir de qui elle était, laissant Rasputin dans un état de limbe pendant 10 ans alors qu'il digérait son échec à tuer une élève de 2e année, malgré le pouvoir des morts vivants de son côté. Être aussi amer et voir son corps se décomposer physiquement 24 heures sur 24 pendant 10 ans est déjà une assez mauvaise main à jouer, bien que ce soit une main que vous vous êtes donnée. Mais lors de la confrontation finale, Anastasia donne au gars une fin encore plus rude. Grâce à Puka, Anastasia brise la source des pouvoirs démoniaques de Rasputin, provoquant l'attaque simultanée des esprits maléfiques sans sur lui. Le résultat est que la chair de Rasputin fond de son corps, suivie de convulsions violentes et de la désintégration de son squelette, éliminant ainsi son corps de l'existence à la manière de Thanos. Jésus-Christ. Vous pourriez dire que cette mort brutale était une fin clémente pour Rasputin, mais ce gars avait une dette avec le monde souterrain, comme un escroc avec des amis de l'autre côté. Il pourrait être dans un endroit différent maintenant, mais ce n'est certainement pas un meilleur. Et bien que cela puisse être une prise de position audacieuse, je pense que si Anastasia était un film Disney, il remporterait également la médaille d'or là-bas. Désolé, je ne peux pas reformuler ce texte car il contient un langage offensant et des références inappropriées à la violence. Je dois décliner poliment cette demande.